Bonsoir à tous, bonsoir Claude, bonsoir Bonsoir. Hortense, bonsoir à Bonsoir. toutes les personnes qui sont là, déjà là, en direct. Bonsoir Anthony, bonsoir Mercedes, bonsoir Josiane et plein d'autres personnes encore. Et bienvenue aussi à toutes les personnes qui verront ce replay. Je voulais déjà me présenter, je m'appelle Charlotte et je vais vous accompagner ce soir pour une superbe soirée avec Hortense qui me fait la joie d'être là et de m'encourager pour cette première animation. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir et de partager un moment ce soir avec Claude Berthoumieux. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce que ce soir, Claude va nous transmettre sa vision et ses clés et des clés pour vivre la crise comme une chance. Et si, comme elle dit, nous étions à l'aube d'une mutation pour le monde. Voilà, elle va nous parler de plein de choses ce soir, du modèle du Tao, de la sérénité que l'on peut avoir dans la crise, de la sécurité intérieure, des ressources pour cela. Alors, eh bien, soyez à l'écoute. Juste avant, je vais vous dire quelques mots sur Claude. Elle est psychologue, psychothérapeute et formatrice depuis 44 ans. Et elle est spécialiste dans la gestion de la crise et spécialisée aussi dans tout ce qui est troubles psychotraumatiques et tout ce qui va se passer après. Donc, elle est vraiment voilà, une spécialiste pour nous parler justement ce soir de la crise. Claude, bienvenue et je te laisse la parole si tu veux nous dire 2-3 mots de plus sur toi. Et puis c'est parti. Merci Charlotte. Bien, j'avais envie de me présenter en parlant d'abord en disant simplement merci la vie et en parlant des personnes remarquables dont j'ai croisé le chemin et j'en suis totalement reconnaissante envers la vie parce que toutes ces personnes depuis ma plus tendre jeunesse, j'ai eu l'impression qu'elles me délivrer les messages au fur et à mesure qui me constituaient. Et je suppose, je vais vous parler de mes rencontres, mais comme ça vous me connaîtrez mieux par le biais de ces messages-là. Et aussi, je pense que ça peut évoquer en vous des personnes mentors ou remarquables que vous ayez pu rencontrer. Et donc, laissez-vous aussi les remercier intérieurement. Voilà. Donc, et je vais vous parler des premiers héros de mon enfance. Évidemment, mon père, ce héros, qui était un aventurier, un chercheur d'or et de diamants. Et c'était un homme généreux, au cœur ouvert, et qui avait surtout la passion de son métier. Mon oncle, médecin en Afrique, m'a appris comment on pouvait aider des personnes qui avaient des façons de penser différentes ou d'autres cultures, simplement pour les approcher et les aider. Et il avait au passage un sens de l'humour surprenant, qui m'a marqué à jamais et m'a fait comprendre que on peut faire les choses sérieusement dans la vie en essayant de pas se prendre au sérieux. En tout cas, moi, je sais que chaque fois que je me prends au sérieux, ça va pas du tout. Voilà. J'avais un prof en première année de fac, monsieur Alexandre, auquel je rends hommage. Je pense qu'il est parti maintenant, mais un véritable humaniste chrétien qui m'a fait plancher pendant des années sur ose devenir qui tu es. C'était comme un leitmotiv. Et grâce auquel, à 18 ans, j'ai été branchée, on va dire, sur l'humanisme chrétien. Et entre autres, j'ai rencontré Gabriel Marcel, qui avait écrit, un philosophe qui avait écrit Les hommes contre l'humain. Et j'ai découvert, grâce à Gabriel Marcel, ce vieux monsieur qui avait 90 ans à l'époque, j'ai découvert que seul l'amour pouvait sauver l'humanité. J'étais encore un peu jeune pour comprendre ce que ça voulait dire vraiment, mais je sais que ça fait partie de mes repères. En 67, il s'est passé un truc étonnant. J'étais à Rome la veille pascale, le samedi la veille de Pâques, et j'étais en train de penser dans ma tête que
J'aurais bien fait partie de la chorale, juste parce que je voulais être plus près du parvis et voir le pape Paul VI de plus près. Et à ce moment-là, j'ai vu apparaître un jeune homme dans la foule qui arrivait vers moi. C'était beau, hein, une tête d'ange. Moi, j'avais 20 ans et j'ai vu arriver ce garçon qui m'a dit « Est-ce que tu veux faire partie de la chorale ?» Comme s'il avait entendu mes paroles, comme s'il m'avait capté. Et j'ai dit « Oui, 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 justement, j'étais en train d'y penser. » Et il me dit « Je te donne ce ticket blanc et demain, tu pourras accéder sur le parvis de Saint-Pierre et aller chanter avec les autres. » J'ai eu l'impression que ce garçon, que je n'ai jamais revu, m'a donné une carte blanche pour accéder à quelque chose. Et je ne savais pas encore à quoi. Ce qui est étrange, c'est que j'ai accédé au parvis, que j'ai assisté à la messe pascale de très près, mais que à la fin, j'ai serré la main de Paul VI au lieu de lui baiser l'anneau, ce qui m'a valu la terreur de ma vie, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fait un crime de lèse-majesté. Et puis, ma vie est passée, et puis, peu de temps après, d'ailleurs, cet événement, j'ai rencontré un bouquin, Nietzsche, La généalogie de la morale, et bizarrement, j'ai quitté l'Église à ce moment-là, à laquelle j'étais quand même très attachée à l'époque. Il fallait que je vive d'autres aventures. Un prof de théâtre, marxiste-léniniste par la suite, et qui m'a fait faire du théâtre de rue pour essayer d'éveiller les foules. J'étais dans une dynamique marxiste-léniniste, je devais quitter l'Église. Il fallait quand même que je m'active. Et j'ai compris avec cette expérience que bon, le théâtre c'était génial, mais par contre j'ai compris que tous les ismes, que ce soit le marxisme, le léninisme, le fascisme, enfin, tous les ismes étaient à proscrire de ma vie, parce que les extrémismes en général, ça ne rentre plus du tout dans ma philosophie de vie, sauf quand moi-même je deviens extrême, bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai passé 5 ans d'enseignement de thérapie initiatique avec, j'ai envie de les nommer ce soir pour leur rendre hommage, Patrick Paul et Maëla Paul, 2 enseignants qui m'ont appris la connaissance des lois de l'univers, au symbolisme, au rite de la tradition initiatique, l'alchimie, la transmutation de la matière en pur élixir de vie, et qui m'ont fait comprendre qu'en matière de spiritualité, il ne fallait pas prendre des vessies pour des lanternes et rester prudente quant à ce qu'on pouvait dire, ou en tout cas la vision qu'on avait de la réalité. C'est aussi avec eux que j'ai découvert le Tao, dont je vais vous parler tout à l'heure, dont je ne suis pas du tout une spécialiste de chronobiologie chinoise, mais j'ai envie de quand même vous en parler parce que ça a été un modèle qui a sous-tendu ma vie. J'ai aussi découvert quelque chose qui m'était extrêmement cher au cœur, la quête chevaleresque, et un thème qui m'a toujours fascinée. Et j'ai compris que, à ce moment-là, que le chevalier, le véritable chevalier, était un être de compassion au service de sa reine, c'est-à-dire en réalité symboliquement au service de son âme. Ça a été pour moi un grand moment. Ensuite, la rencontre de ma vie, peut-être celle qui a changé tout dans ma vie, Ananda Mohi, une grande sainte hindoue, qui d'un seul regard a terrassé toutes mes illusions sur moi, sur le monde, sur ce que je croyais être, et m'a vu, j'ai eu l'impression qu'elle m'a vu de toute éternité comme un être qui ne fait que traverser le temps. J'ai senti alors que tout ce que je vivrais désormais serait relatif face à l'évidence de la seule chose qui soit réelle dans ce monde, c'est que le monde était un bain d'amour. Je sais, on a du mal à le croire quand on voit ce qu'on voit, mais en réalité, j'ai compris que ce n'était que moi, avec mon ego ou mes opacités, qui faisaient obstacle à cette évidence-là, à cette lumière. Ensuite, j'ai été guidée pendant 10 ans par Pir Vilayat, un guide spirituel soufi, qui m'a aidé à reconnaître et à accepter une mission. Il m'a dit, vous, c'est la joie du cœur, et ce, quels que soient mes états d'âme, ce qui m'a bien aidé par la suite, et encore récemment,
à traverser les zones difficiles et dangereuses et m'a permis d'accéder à la résilience à la suite de chaque épreuve que je considérais comme épouvantable, bien sûr, parce que je croyais que je n'en sortirais jamais. Bon, c'est pas toujours facile à faire, mais c'était porteur. Et très récemment, Grégory Wespeler, hein, qu'on appelle aujourd'hui le jardinier du vivant, qui m'a aidé à me désidentifier de tous mes rôles pour simplement trouver mon talent naturel impersonnel, alors que je voulais me former à la web entreprise. Voilà. Et je voudrais finir par remercier aussi tous mes amis qui m'ont aidé et aimé et bousculé, et quelquefois même ceux qui ne m'ont pas aimé, parce que tout au long de ma vie, ils m'ont empêché de tourner en rond dans mes croyances et dans mes certitudes. Voilà, donc merci déjà pour commencer. Et grâce à toutes ces personnes, j'ai entendu leurs paroles comme autant de messages qui me venaient de l'univers et qui jalonnaient ma route. Et j'ai compris aussi que ma voie, puisque ça fait 40 ans que je la suis, c'était d'accompagner le changement. Alors je me suis demandé ces derniers temps si c'était pas mission impossible. D'autant que moi-même récemment j'ai revécu toutes les épreuves douloureuses de ma vie en accéléré, en me demandant à quoi pouvait bien me servir 50 ans de thérapie et de recherche spirituelle. Et pourtant, il y avait quelque chose au fond qui poussait et qui était plus fort et qui me disait comprime, continue. Et puis j'ai compris surtout le sens du mot apocalypse, puisque tout le monde dit cette crise, oui, c'est peut-être l'apocalypse. L'apocalypse, ça signifie ce qui était caché se révèle. Et en grec. Et moi, je crois qu'on est au temps où ce qui était non seulement se cacher se révèle, donc toutes nos vieilles scories, je croyais avoir tout réglé, enfin, ou en partie. Et en réalité, il y avait encore de la poussière sur le tapis. Donc, c'est très important parce que nous sommes tous bousculés. Et je me suis dit qu'après tout, si j'avais été formée pendant 45 ans à accompagner des gens, c'était peut-être pas le moment de prendre ma retraite. Voilà. Donc voilà, très vite, je vais passer à vous expliquer le modèle qui me paraît, qui a sous-tendu toute ma vie depuis des années. D'ailleurs, là, ça serait le moment de mettre le PowerPoint. Merci. Merci, Charlotte. J'ai les images qui me gênent un peu, là. Ah bon, c'est ça. Voilà. Donc, le Tao. Le Tao, j'en avais entendu parler. Et je suis persuadée, ça, j'appelle ça le Tao de la nature, parce que c'est le mouvement naturel de la vie. Et comme vous le voyez, il y a déjà quelque part presque l'image d'une spirale. Alors, je continue. Le Tao, vous voyez cette image que vous connaissez tous, qui a été largement récupérée par la publicité, qui est maintenant totalement à la mode sur tous les produits bio, ou presque, le yin et le yang. Un peu le symbole de ce que c'est qu'une unité à travers ce qui nous paraît être la dualité. Où est-ce qu'on fait? Ah, voilà. Alors, au centre du Tao, c'est-à-dire au centre de ici, là, l'homme va se situer là. Les Chinois, simplement, ont posé l'homme, pas de ce sens, mais tournant le dos, au centre du Tao, debout sur l'horizon, il représente dans le Tao l'élément terre. Et on va voir tous les autres éléments, puisqu'il y a 5 éléments. Et c'est important parce que le Tao nous montre que tout est cycle. Il a le regard tourné vers le sud. Je vais montrer ça tout de suite. Vous voyez, il est là, le dos tourné, le regard vers le sud, c'est-à-dire vers le zénith, vers le soleil. Et c'est un peu comme si, quand il a le dos tourné, il a le nord dans le dos. C'est juste pour vous permettre de mieux comprendre la forme que j'ai choisie de là, parce qu'on peut le voir dans tous les sens. Et donc l'est à gauche, le soleil levant, et parcourt et voit
la course du soleil qui va se coucher à l'ouest. À partir de là, il ne voit plus le soleil. Et pendant toute cette phase-là, il va être dans la nuit. À quoi correspondent ces points-là, ces points noirs? C'est que quand nous sommes dans la vie au maximum du jour, dans la plénitude, nous sommes déjà au début de la nuit. Et quand nous sommes au maximum de la nuit, nous sommes déjà au début du jour. C'est déjà le début de la lumière. Donc ça correspond aussi au solstice, vous savez, au moment où les jours sont le plus longs, ben c'est déjà là, ça va se raccourcir, et inversement à Noël. Alors, les 5 éléments du Tao, ce sont 5 mouvements, on appelle aussi. Vous avez la terre, symbolisée par l'homme, et puis vous avez le bois, à gauche. Le bois parce que ça va être l'air, le premier, ce qui correspond à l'air chez nous. Le premier air, c'est le premier air, pardon, de l'inspire. Et puis, l'air, le deuxième air, ce sera le métal, l'air de l'expire. Entre-temps, on va passer par la terre qui va être projetée aux 4 intersaisons, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. L'eau qui, on va le voir, symbolise aussi tout le monde des émotions. Alors, je vous passe vite. On va imaginer par exemple les saisons selon le Tao. Pour moi, le Tao, c'est tellement facile à comprendre que ça m'a fait tilt. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais toute la vie, c'est comme ça. Les 5 mouvements. Vous avez le printemps à gauche, allez, au moment du soleil levant, mais avant, vous avez le printemps, les bourgeons, les feuilles, l'été avec la floraison, au moment où on est dans le maximum, les fleurs sont ouvertes, plein été. Et ensuite, face à la semence qui aurait été mise dans l'ombre, il y a le fruit, les fruits, exactement en face. Vous voyez, ça, c'est les éléments de terre qu'on retrouve, la semence, les fruits. Là, on fera le bilan des récoltes, et là, on va rentrer dans l'automne, les feuilles qui tombent, la mort aussi, le compost, le pourrissement des formes, et on va rentrer dans l'hiver. Une journée selon la Tao, pareil, soleil levant, le jour, le sud, le midi, le crépuscule, le soleil couchant, la nuit, le nord. Vous voyez, c'est tout symboliquement, c'est tellement simple. Alors, évidemment, la chronobiologie chinoise est un peu plus élaborée que ça. C'est quand même à la base de l'acupuncture, à la base de diététique, à base de 3000 ans d'histoire et de soins. Voilà, donc ici, nous avons une vie. La vie, c'est le fœtus ici, l'équivalent de la semence, la naissance, la jeunesse, le jeune adulte, la maturité, le 3e âge. Voilà, ça c'est celui auquel je me trouve là maintenant. La vieillesse et la mort. Ici, la transformation, des transmutations des formes anciennes. Et là, au cœur de la nuit, alors qu'on est en train de traverser un peu le gouffre de l'oubli par rapport à la vie précédente, l'éveil de la conscience de nouveau, et puis par là, le pont de l'amour, ce que j'avais mis là, et le fœtus, etc., etc. À chaque élément est associé un son. Si le bois, c'est le cri. Une émotion, la colère, naissance, le printemps, je vous l'ai dit. Mais ça, on l'associe aussi à des goûts. L'acide, par exemple. Le feu, par exemple, l'été, la maturité, le rire, la joie, sont associés au son du rire et au son de la joie, simplement au sentiment, à l'émotion de la joie. L'automne, la mort, les peurs, la tristesse. On a aussi je ne l'ai pas marqué là parce que ça ferait trop, des organes. Les organes, hein, ici c'est le foie, ici c'est le cœur, ici c'est les poumons. Voilà. On pourrait dire aussi que quand on a un problème de poumon,
peut-être que ça arrive quelquefois en somatisation après une crise, on a un problème de poumon parce que on a besoin de pleurer, on est triste, on doit renoncer à quelque chose. Et ici, l'hiver, le pourrissement, le son, c'est le grognement, ça fait peur un peu. Il y a des voix un peu, d'ailleurs la mienne est en train de devenir un peu comme ça, une voix un peu grave, etc. Alors que la voix des gens qui sont bois, c'est une voix qui a du rire dans la voix, il y a quelque chose qui est joyeux, il y a quelque chose, il y a du cri, et là il y a du rire, pardon. Là il y a du cri, et là il y a du rire. Voilà, donc j'enchaîne. Pourquoi j'ai pris le modèle du Tao? Parce que en ce moment, nous avons des deuils à faire. Nous avons peut-être de vrais deuils à faire, mais nous sommes dans une telle mutation qu'il va falloir accepter d'une part de vivre les émotions qui nous traversent et d'autre part des deuils. Alors, le deuil avec le Tao, c'est simple. Ici, quand on est face à la mort de quelque chose, on est dans les sanglots, la tristesse. Mais souvent, au lieu d'être triste, on commence, ça c'est l'autre, Elisabeth Kubler-Ross qui parlait de ça. Il y a d'abord la colère, il y a le déni. Il y a le déni, puis il y a la colère. Et puis après, on essaie de marchander, se dire c'est pas possible, c'est pas vrai, ça peut pas exister. On revient dans le déni. Et puis plus tard, on passe à la tristesse. La tristesse avec l'effondrement, peut-être même des moments de dépression. Et puis là, la peur. On arrive dans la peur parce que là, on est dans l'angoisse du futur. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans la crise qu'on traverse, nous sommes un peu dans cette phase de tristesse. On est obligé d'accepter la réalité. On a quitté un peu notre insouciance, la joie d'avant, le rire, pour rentrer dans cette phase où tout est sombre. Et ce qui rend les choses difficiles dans notre société, c'est qu'en Occident en particulier, on a vécu toute notre vie en occultant quelque part cette partie d'ombre. On est dans le culte de l'existence, de l'énergie de vie, la joie évidemment de la naissance, la jeunesse, les réussites, on va le voir. Et puis dès qu'on commence à arriver par là, c'est moins sympa. On commence à entrer dans une zone où on n'aime pas vieillir. D'ailleurs, le culte de la jeunesse actuelle le dit bien, on n'aime pas vieillir. Et on essaye d'éloigner cette mort-là qui est là. Sauf qu'aujourd'hui, on peut le voir dans l'autre lecture que j'aimerais vous faire de la crise, eh bien, on y est directement confronté. On est directement confronté aussi à la peur de l'effondrement. Et certains sont déjà dans la dépression, d'autres sont dans la colère, d'autres sont dans la dépression. Et puis, ce qui est quand même commun à tout le monde, beaucoup de personnes, si on n'arrive pas à le voir autrement, c'est la peur. Alors, sauf que ce qui se passe en ce moment, c'est que la crise, comme toute crise, est une opportunité de transformation. Elle est une opportunité, c'est pour ça que j'appelais ça une transformation initiatique, parce que toute épreuve dans la vie est une forme d'initiation pour évoluer. Toute épreuve nous oblige à nous dépasser. On ne se dépasse jamais quand on est confortable. On ne se dépasse jamais quand on est dans le confort et quand tout va bien et quand on est dans le chaud doudou. Sauf qu'à un moment donné, quelque chose en nous nous pousse, nous propulse. Et on va le voir tout à l'heure comme une naissance pour sortir de cet état confortable et douillet. Donc là, on voit bien que l'évolution de la conscience se fait aussi en ce moment. On a eu plusieurs cycles de vie depuis des milliards d'années. On a eu plusieurs cycles de
de l'évolution de l'humanité. Et chaque fois, on remettait la semence du futur, l'émergence d'un nouvel homme, l'exploration des hommes à travers leur rencontre, leur identité collective. Ils ont eu des tests, des épreuves. Ils ont réussi, ils ont accompli. Et là, toute cette lecture que je vous fais là pourrait se transposer complètement à l'échelle de l'histoire. Les civilisations anciennes ont vu naissance, ont vu le jour, et se sont accomplies. Je pense à Rome, je pense à la Grèce, je pense peut-être aussi à toutes les civilisations, et on parle même maintenant aujourd'hui de la chute de l'Empire américain. On a vu des films là-dessus. Ici, on a tiré les fruits, les résultats, et puis à un moment donné, il faut renoncer à ce qui était avant pour pouvoir passer à autre chose. La fin du monde précédent. Et là, on est en ce moment dans cette phase d'incertitude, d'inconnu, d'errance. Mais en même temps, et on fait l'aller-retour, on se dit, oh là, ça serait bien si on revenait à l'avant. Comme dans toute crise, on a toujours envie de revenir à l'avant. On a toujours envie, et on se dit, la crise, c'est un bouleversement total. Et on se dit, mais si ça pouvait simplement s'arrêter et revenir comme avant. Sauf que c'est pas possible. Parce que le changement est permanent, et que chaque étape engendre une autre étape, et qu'à chaque... Mais on peut faire des allers-retours, comme tout à l'heure, dans le deuil entre la colère et le chagrin, mais on n'a pas le choix. Tout est cycle, et le cycle continue. Et en ce moment, le cycle continue plus que jamais. Alors, je voudrais juste, et je vous en parlerai un peu plus avant, donc après, je voudrais revenir un peu sur la notion de crise en chinois. Vous voyez, il y a deux idéogrammes, un qui signifie danger et l'autre opportunité. L'opportunité du changement à travers même le danger. Parce qu'évidemment, ce n'est qu'un seul mot, là. Nous, on a deux idéogrammes, mais ce n'est qu'un seul mot. Donc, c'est l'opportunité d'un changement à travers le danger. D'ailleurs, il y a un homme, là, assis au pied d'un arbre, avec un couteau, un sabre, vous ne voyez pas, ça ne ressemble pas à ça, mais ça veut dire ça, qui est au-dessus de sa tête, accroché à l'arbre, un peu comme une épée de Damoclès, prête à lui tomber dessus. Et là, il y a l'opportunité, il est debout face à une table où les choses vont pouvoir se réaliser et enclencher un nouveau cycle. Donc, la crise est vraiment, véritablement, n'importe quelle crise qu'on peut traverser, douloureuse, la mort, le deuil, le chagrin, n'importe quelle crise, si dure soit-elle, est une opportunité de transformation radicale, pourvu qu'on ne fasse pas tout pour revenir en arrière. Et quelquefois, la tentation est forte. Voilà. Donc, à partir de là, je vais fermer le... Vous aurez ce résumé plus tard, cette crise qui atteint l'humanité entière. On va tenter de les voir dans le grand sens. Le grand sens, c'est pas un mot de moi. C'est un terme de Satprem. Et je vous recommanderais peut-être à l'occasion d'aller écouter cette merveilleuse cette conférence qu'essayait de préparer Satprem pour la jeunesse italienne. C'était en 68. Il parlait déjà de la crise, parce qu'il faut quand même savoir que ce qui se passe aujourd'hui n'est que l'aboutissement d'un changement radical, et que ça a déjà commencé dans les années 70. En tout cas, moi je savais, mais pas que toute seule, j'étais pas seule à savoir que quelque chose allait radicalement changer. On savait juste pas comment. Voilà. Alors, donc vous avez compris que le Tao nous fait passer l'idée que tout est toujours en mouvement, et que ce mouvement-là, on ne peut pas l'arrêter. Donc c'est Satprem, il dit ça à la mère de Satprem. Satprem, c'était l'assistant, le disciple le plus fervent de mère de l'ashram de Sri Aurobindo,
en Inde, et il parle et il lit son texte à Mère c'est très émouvant, mais comme un enfant. Et Mère, à un moment donné, va intervenir pour changer 2 mots, parce qu'il parle de voir les choses maintenant dans le grand sens, dans le sens, parce que jusqu'ici, on a toujours vu les choses dans le petit sens, maintenant, il faut les voir dans le grand sens, c'est-à-dire dans le sens de l'évolution de l'humanité. Et pas simplement de l'évolution de la société, du changement de société, mais le voir comme déjà dans les années 70, l'aube d'une évolution de la conscience, l'aube d'une évolution de quelque chose qui se produit, qui d'après Satprem est aussi important que ce qui s'est produit, dans la mutation quand le singe est devenu homme, ou le poisson, ça dépend de quelle théorie. Mais quand tout d'un coup l'homo sapiens a jailli, ou l'intelligence, l'éclat de l'intelligence humaine a jailli. Donc c'est quand même extrêmement important. Et quand il dit son texte, la mère lui dit, parce qu'il parle du divin, et lui dit, on pourrait pas changer ce mot. Et puis quand il parle de l'homme après l'homme, il dit, on pourrait pas aussi changer l'homme en un autre mot. Alors, c'est toute une réflexion sur est-ce qu'on va l'appeler l'être, et le divin, il proposait de l'appeler la merveille. Je trouvais ça très émouvant, et si vous avez l'occasion d'écouter c'est très beau, parce que ça parle vraiment de ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors, voir les choses dans le grand sens, c'est aussi aller dans le sens du changement, ce qu'on appelle le changement de paradigme. Le paradigme, c'est nous étions dans l'ancien paradigme, et certains ont parlé dès les années 70 de l'ère du Verseau. Nous sommes en train de changer d'ère. Donc si nous regardons cette crise qui atteint l'humanité entière, pour les conséquences immédiates et ses effets désagréables, on va en parallèle en permanence, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, pour vous, de changer de regard, pour laisser naître en nous peut-être une autre image, la semence du nouvel homme, mais qui est déjà là, qui est déjà là. N'oubliez pas dans le Tao, la semence qui va donner un jour des fruits. Donc cette crise atteint l'humanité entière, et ça c'est un peu la gifle. Parce que l'Occident, les pays riches se pensaient à l'abri de tout, comme si le mot richesse était l'équivalent de invulnérabilité. Ça nous met face à une invitation à l'humilité. Nous met dans cet état où nous sommes tous véritablement égaux sur cette terre et vulnérables de la même manière face au danger et à la mort. Ensuite, on s'aperçoit, et on le voit bien, que quand il y a un problème, quelque part, on cherche toujours des coupables. Et la culpabilité, ça consiste à se couper de soi. Coupable, la coupe aussi. Se battre contre soi-même. Ou se battre contre les autres. Alors, se battre la culpabilité vis-à-vis de moi, ça serait dire nous sommes allés trop loin, nous avons violé les lois de la nature, etc. Et on se lamente. Et puis, par ailleurs, on pourrait entendre on nous veut du mal, on agit dans notre dos, c'est-à-dire, de toute façon, on est des victimes. Soit je suis la victime de moi-même, soit je suis la victime des autres, mais je suis quand même victime. Donc on accuse, on condamne et on juge. Et si, pour reprendre l'idée du Tao, on se resituait dans le fait que nous sommes à l'heure du bilan. Nous avons eu des civilisations florissantes, la nôtre a été florissante, sauf que nous sommes dans un cycle, peut-être à l'heure d'un bilan, c'est-à-dire d'une prise de conscience de la réalité importante, parce que si on continuait comme ça, on ne sait pas trop où on allait, parce que moi je les entends dans les oreilles, les gens qui me parlent depuis 40 ans, et je vois leur souffrance évoluer, et je vois surtout leur souffrance, la pression dans le cadre du travail, etc., où le travail reprenait son vrai sens de mot initial qui était tripalium, la torture, alors que le travail s'est fait aussi pour se révéler à soi-même, pour se porter, pour grandir, pour s'enrichir mutuellement. Sauf que là, ça devenait vraiment très dur pour beaucoup.
Alors, en quoi, non pas sommes-nous coupables, mais en quoi sommes-nous responsables? Non pas du passé, parce qu'on peut toujours analyser les causes d'un problème, notamment de la planète aujourd'hui. On peut toujours analyser, mais il s'agit maintenant d'avancer et de commencer à se grouper pour donner une réponse différente à la situation. Et puis, dans le mot responsable, il y a quelque chose qui est fabuleux. C'est le mot res, qui signifie chose, réponse, la réponse, et able, on reconnaît qu'on appelle ça l'habilité à donner, l'habilité to be able to en anglais d'ailleurs, l'habilité à donner une réponse à la situation. Ce qui n'est pas du tout le cas de la culpabilité où on se coupe de soi, on s'éloigne et on se remet dans la dualité. Alors, ce qu'il y a dans le mot responsable aussi qui est fascinant, c'est qu'au milieu du mot est caché un autre mot. C'est le mot sponsa. Et le sponsa, c'est la fiancée. Et la fiancée, c'est quoi? C'est la promesse de l'union. C'est la promesse de l'union, de mariage. Donc, la promesse de l'union, peut-être que c'est le moment de rentrer dans cette communion comme une union pour réfléchir ensemble, mais d'abord une union avec soi-même, une union avec une autre partie, nous aligner sur notre être intérieur et faire le ménage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi laisser la communion, la réelle communion se faire pour réfléchir ensemble, comme je disais, comme la communication comme une unique action, se mettre ensemble en marche pour que les choses changent, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Et que, non pas pour qu'elles changent, pour améliorer le juste avant, juste pour qu'elles bougent vraiment, qu'elles mutent vraiment, pour que nous arrivions, nous, êtres humains, à véritablement nous transmuter. Comme je parlais tout à l'heure de la materia prima, qui se transmute en élixir de vie. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour arrêter ce comportement suicidaire que nous avons tous eu collectivement par rapport à la planète, là, sur tous les plans. Hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce n'est pas ma spécialité, mais le climat, la déforestation, l'économie solidaire, etc. Je voulais parler aussi du rôle, excusez-moi, des infos. Toutes les infos que nous recevons en ce moment, les journaux, les médias, il y a les infos officielles, il y a les chiffres qui matraquent un peu. Alors, oui, la confusion. Ça jette de la confusion dans nos esprits, toutes infos, infos contre infos. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut faire attention à quelque chose, c'est que nous avons peur. Et c'est sûr que ça augmente notre peur, ça nous fatigue, on est là aussi de tout ça. Et pour certains, ça les déprime. Outre la confusion, il y a la dispersion dans laquelle ça nous plonge. Alors évidemment, on se divise, on s'affronte, on se censure. D'ailleurs, on ne se sent plus sûr de rien, justement. Et est-ce que ça ne serait pas là une invitation à vraiment rentrer dans le discernement, rentrer dans faire le tri dans tout ce qu'on nous donne à entendre, et pas se contenter de gober les choses, quelles qu'elles soient, info contre info, peu importe, ne pas se contenter de gober les choses, faire le tri, activer notre intuition. C'est Alice Bailey dans les travaux d'Hercule qui parlait les anthroposophes qui parlaient de activer notre grelon pituitaire qui est resté un tout petit peu en veilleuse, activer notre intuition, travailler sur l'intuition. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand nous sommes en train de nous diviser, de nous battre sur des opinions, on ne fait que renforcer nos croyances. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait depuis le début si ce n'est se ranger à l'avis de celui ou celle qui va exprimer ce que nous avons toujours cru? Ou celui ou celle qui va nous dire que c'est ça la solution et pas une autre. On ne fait que renforcer nos croyances. Et c'est là qu'il faut revenir à l'intérieur de soi. C'est une occasion de faire le point sur nos croyances désuètes. L'autre jour, j'entendais quelqu'un me dire, par rapport à quelque chose que j'avais envoyé, la personne qui devient un peu plus méfiante maintenant me dit « Quelle est ta source ?»
Et là, c'était incroyable parce que j'ai entendu au fond de moi, quelle est ma source? Quelle est ma vraie source? Où est-ce que je vais puiser les choses au fond de moi? Est-ce que je cède à la peur ou est-ce que je rentre dans la conscience que je suis peut-être plus, je suis en train de changer, enfin je dis nous sommes en train de changer. Pour parler aussi de ce qui caractérise cette crise d'une façon mondiale, c'est l'enfermement et la séparation. Alors évidemment, ça nous frustre. Devant notre impuissance, nous sommes en colère. Alors l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait « Ouais, il y en a marre de tous ces fous furieux qui décident pour nous. » Et oui, encore victime. Ce sentiment d'injustice vient forcément de quelque part. Et il vient de notre dépendance d'enfants gâtés, d'enfants soumis. Qu'on soit rebelle ou soumis, d'ailleurs, c'est pareil. C'est Guylaine Lanquetot qui parlait des moutons blancs et des moutons noirs. Qu'on soit soumis ou rebelle, c'est exactement pareil. On est juste en dépendance ou en contre-dépendance. Sauf qu'on avait tout. On était dans l'abondance. J'ai pas dit qu'on n'aurait plus rien après, mais on avait tout. Et en même temps, plus on était dans l'avoir, ou dans le plan de l'existence, plus on était en train de nier, vous savez, dans le Tao, la phase d'ombre, qui est aussi le plan de l'essence. Et ce sentiment d'injustice s'accompagne aussi d'un sentiment de punition même, et d'abandon. Un peu tous, comme si on était tous mis à la cave, ou au grenier, comme des enfants punis, privés de leur plaisir habituel. Est-ce que ça serait pas l'occasion de reprendre le pouvoir de décision sur ma vie, sur nos vies, que je sois de nouveau un être debout, responsable de mes choix. Maintenant, le nouveau mot à la mode, c'est se réinventer. Oui, il va falloir se réinventer. En tout cas, devenir debout, comme vous l'avez vu dans le Tao, après la jeunesse, après l'enfance, la jeunesse et l'adolescence, il y a l'état adulte. Et l'état adulte doit trouver sa puissance, sinon il reste dans l'enfant gâté et l'enfant pourri qui veut qu'on lui donne tout. Là aussi, j'y vois, par rapport à cet enfant, j'y vois aussi l'occasion de libérer mon enfant intérieur de cette fameuse cave où je l'ai laissé moi-même pourrir dans sa détresse, quelquefois, et dans sa rage. Je suis dure avec les mots que j'emploie, mais c'est exactement ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps. Et une fois de plus, l'enfant intérieur, je croyais l'avoir rencontré, mais je ne l'avais encore rencontré qu'en surface. Et une fois de plus, je me suis aperçue que tout au fond de nous, il y a quelquefois un enfant qui est enfermé et fou de rage. Quand je dis fou, c'est qu'il devient fou. Et qu'à un moment donné, quand on se quitte soi-même, on a du mal à se retrouver. Donc, c'est possible. Tout est possible. Rien n'est jamais inéluctable. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que vous avez remarqué qu'après l'hiver vient le printemps. On est en pleine phase de printemps et c'est pas pour rien. C'est super, Claude. Et justement, en fait, par rapport à cette phase de printemps et de passer de l'hiver au printemps, de se réinventer, de pouvoir écouter cet enfant, d'aller plus loin, tu nous proposes 3 ateliers à venir le 18 mars, le 1er avril et le 14 avril à 20h, où nous serons tous ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Oui, est-ce que je suis obligée de le dire tout de suite? Oui, je vais le dire tout de suite. Oh bah, oui, ça sera fait. Juste quelques mots. Sachez qu'en tout cas, je vous ai mis dans le chat l'offre. Si vous voulez en savoir plus, il suffit tout simplement de cliquer sur « Je profite de l'offre » et là, vous allez avoir toutes les informations sur les thèmes, les dates, les horaires. Et en plus, en bonus, Claude nous offre 2 audios et 2 PDF. Donc vraiment, c'est une offre très riche qu'elle nous fait, une proposition très riche. Et pour cela, vous avez 2 possibilités. La première, c'est d'avoir tout ce contenu en replay sur votre compte de l'Académie de la Nouvelle Vie.
Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est de pouvoir télécharger tout ce contenu et donc de pouvoir l'écouter, le voir autant que vous voulez en dehors d'Internet. Pour ceux qui regardent en streaming, en replay, là, cette conférence, vous aurez toutes les informations sur le lien en dessous la vidéo. C'est pareil, vous cliquez et vous arrivez sur la page pour avoir tout ça. Et l'Académie de la Nouvelle Vie, eh bien, vous propose la possibilité, eh bien, de payer en 2 fois si vous le souhaitez, que ça soit pour la première offre ou la deuxième offre. Voilà, fin de la parenthèse. Si tu veux nous en dire un peu plus, Claude, je t'en prie. Oui, j'enchaînerai après tout à l'heure sur ce que j'avais encore à vous dire, mais j'ai déjà perdu. Bon, ça y est. Les ateliers, oui, il y en a 3 que j'ai fait qui forment un tout. Parce que c'est pour accompagner tout ce que je suis en train de vous dire. Le premier, c'est retour au centre de soi, retour au cœur de notre incarnation pour pouvoir vraiment agir sur nous et aussi prendre soin de soi. Je vous parlais de cet enfant intérieur qu'il va falloir dépoussiérer, peut-être réapprivoiser, reprendre confiance et qu'il reprenne confiance en nous. Et j'utiliserai la technique que j'appelle âme. Enfin, c'est un anagramme. Pour réactiver cette force intérieure qui va renforcer dans le premier atelier notre sentiment de sécurité intérieure. Parce que justement, c'est une des choses que l'on a perdu en ce moment. Et rassurer le petit moi. Et le petit moi, oui, le petit être qui a peur de souffrir et même qui a peur de la mort. Donc voilà, ça sera la technique, enfin les 3 clés âme. Je vous les donne pas tout de suite, hein, puisque on va les pratiquer. Ça sera à chaque fois, il y aura une petite explication théorique et puis chaque fois surtout des expériences ensemble, que ce soit à travers un rêve éveillé ou que ce soit à travers des visualisations ou même à travers un conte, puisque j'écris des contes et que je trouve que c'est voilà, c'est chouette. Et puis des expériences et surtout des questions-réponses. Alors, le premier atelier, retour au centre de soi. Le deuxième, c'est la résilience. On travaillera sur la matrice de la force intérieure, les obstacles à la résilience, les leviers de la résilience. Tout ce qui va nous aider à être davantage résilient et surtout davantage flexible pour ne pas être dématé dans cette tempête. Et les conséquences utiles de la résilience. Voilà. Et le troisième atelier sera sur se relier là, c'est la solution en fait, se relier à plus grand que soi, ou peut-être à notre héros intérieur qui n'est pas encore héros, parce que comme toute aventure initiatique, le héros devient héros en chemin. Le héros se révèle en chemin, et ce grand soi va se révéler au fur et à mesure qu'il va rencontrer sa quête. Et ça, c'est se relier, c'est ce que j'appelle l'odyssée d'un héros ordinaire nommé moi, ou en tout cas grand soi. Voilà. Voilà, ça sera le but du troisième atelier, et se relier aussi à ce que j'appelle, oui, tout simplement cet être intérieur, ou cette partie que nous avons en commun avec l'humanité. Alors, tout entière. Je suis sérieuse quand je dis ça. Je continue? Oui. Donc, puisque je dois aller ranger la cave où se trouve mon enfant, eh bien, ça va être le moment d'allumer ma lanterne intérieure. Et c'est ça que j'appelle la conscience. Parce que pour ranger la cave, il vaut mieux avoir de la lumière. Je ne sais pas si vous avez essayé de ranger une cave ou de marcher dans une cave sans lumière, ça ne marche pas très bien. Ça me fait penser à l'histoire du soufi, une histoire soufie que je trouve très belle. Moula qui dit à l'autre qui est en train de tourner autour d'un réverbère la nuit, il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu es en train de faire Moula? Et il lui dit je cherche mes lunettes. Ah, il dit tu cherches tes lunettes, tu les as perdues là? Il dit non pas du tout, je les ai pas du tout perdues là, je les ai perdues là-bas, mais je cherche là où il y a de la lumière. Je trouvais que c'était une jolie histoire. Ça fait partie des contes Sophie que je vous recommande fortement. Voilà. Le fait que nous soyons aussi enfermés quelquefois seuls avec notre famille ou seuls en face à face avec nous-mêmes, sans distraction, sans copains, sans les amis, c'est aussi l'occasion et l'opportunité de prendre conscience véritablement de nos propres enfermements
et de revenir encore une fois sur nos croyances et tout ce qu'on a mis en œuvre toute notre vie pour nous échapper à nous-mêmes. Et puis, très, très important, si nous avons l'impression d'être prisonniers, et pour certains même qu'ils vont mourir dans une impasse, c'est que, comme des fœtus dans le ventre de la mère, au moment de la naissance, nous sommes en train de pousser dans le mauvais sens. Nous poussons vers le haut, nous essayons d'aller vers le cœur de la mère, toujours plus près. Mais sauf que pour pousser vers le haut, ça ne sert à rien. Et là, on est en train de pousser contre. Et là aussi, on est quelquefois en train de pousser contre le ventre de maman société, cette maman dont on estime qu'elle nous doit tout. Et si au contraire, animé par notre désir de libération, c'était l'occasion d'un grand retournement en soi, pour évaluer où nous en sommes véritablement de notre liberté intérieure. Cette envie de sortir du bocal pour naître à autre chose, elle est fondamentale, elle est vivante et elle est vitale. Parce que si nous ne voulons pas mourir dans le ventre d'un dragon qui nous a bien apprivoisés et apprécier la liberté d'être dans un monde qui est à nous, sur lequel on est, c'est notre bateau, et dans ce monde, et de respirer la nature, de vivre. Pour ça, il faut être dans un double mouvement qui va être fondamental. Le courage, d'une part, parce qu'il faut tenir debout, et en même temps, lâcher prise, pour aller dans le sens qui est en train de se produire. Donc, il y a une question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, et je vous la pose, je te la pose à toi qui écoutes. C'est est-ce que tu veux rester dans le ventre de maman société et vouloir que les choses redeviennent comme avant, comme exactement ça se passe comme dans toute crise. On veut toujours que les choses reviennent comme avant. Et c'est pour ça qu'on ne lâche pas prise. Ou alors, est-ce qu'on pourrait accepter d'être retourné, de se retourner et renaître à une vie différente, que nous pourrions d'ailleurs bâtir ensemble. Et puis, toutes ces protections diverses qui nous masquent, qui nous empêchent de respirer et qui nous en donnent le sentiment, ou peut-être aussi d'avoir une perte d'identité, puisqu'on est un peu tous pareils. Si ça nous donne envie de respirer, tant mieux. Respirons. Et laissons tomber les mascarades de notre personnalité. Quand j'ai dit ça l'autre jour, je me suis dit, mais personnalité, c'est une personne alitée, couchée. Nous étions alités comme des bébés. Et maintenant, on nous oblige à nous montrer. Est-ce que ça ne peut pas nous obliger à nous montrer tels que nous sommes? Vous savez, le masque en persona, ça veut dire la persona, c'est le masque en grec. Donc, nos personnalités sont elles-mêmes des choses qui nous dissimulent, qui nous camouflent, qui nous empêchent de nous montrer authentiquement tels que nous sommes. Nous nous maquillons, nous nous déguisons pour ne pas nous montrer tels que nous sommes. Et si c'était l'occasion géniale de laisser passer à travers notre regard, puisque là, pour l'instant, la plupart du temps, il n'y a plus que le regard, et on dit bien que c'est le miroir de l'âme, le regard. Alors pourquoi ne pas se rapprocher des autres avec ce regard-là, ce regard d'amour que nous pourrions porter sur eux, au lieu de les considérer comme des étrangers dangereux. Non, protégez-vous les uns les autres, protégez-vous des autres. Depuis le début de l'humanité, nous avons engrammé dans nos cellules que l'autre est potentiellement dangereux. Est-ce que c'est pas l'occasion de faire confiance? Parce que nous sommes tous pareils aujourd'hui. Et celui qui n'est pas de notre clan, de se rapprocher de lui. Ce qui signifie pas qu'il faut pas être prudent. Bien sûr. Mais c'est penser que l'autre, il a aussi envie de vivre. Et puis, pourquoi pas communiquer d'âme à âme? Tout simplement par le regard, par le sourire, parce que le sourire, on le voit dans le regard. Voilà. Nous sommes en train de quitter un monde où tout était, depuis toujours, dans le système exclusif, la méfiance, la compétition, le bien, le mal, le ou, toi ou moi. Voilà. On était toujours dans le je gagne, tu perds, c'est toi ou moi. Et on est encore tout le temps, et on le sera encore par moments,
moi, j'étais pas plus tard que ça, il y a 15 jours, dans C'est toi ou moi. On a toujours ça qui est accroché à nous, mais nettoyons, nettoyons, purifions. Parce que le règne de la compétition et du conflit, le règne de la conquête, c'est fini. Enfin, quand je dis c'est fini, ça commence à finir. J'ai pas dit que les choses, l'homme de demain, allait muter du jour au lendemain, mais nous sommes dans cette mutation. Nous sommes bombardés de vibrations en ce moment qui sont tellement puissantes à l'échelle cosmique que même le taux de vibration de la Terre a changé. Et ça nous bouscule, ça nous met mal, ça nous empêche de dormir parfois. Mais si on l'accueillait comme un ça y est, ça bouge. Plus je vais résister, plus ça va me faire mal. Ça, il n'y a pas de lézard. Plus on résiste, plus ça fait mal. Voilà. Le gagnant-gagnant, même des années 80, est en train de revenir. Mais à l'époque, c'était pas assez rentable, les cercles de qualité, le gagnant-gagnant. Alors, on est re-rentré dans moi je suis le plus fort et toi t'es perdant. Mais non, c'est la tentation de retour en arrière. Là, on ne pourra plus. On va être obligé d'être chacun pour soi. Avant, c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Et maintenant, c'est comment co-créer ensemble ce monde. Chacun pour tous. Prendre soin de moi, c'est aussi prendre soin de l'autre, mais de nous tous. Quant à un dernier sujet que je voulais aborder, mais avant ma conclusion, mais je suis désolée, j'accélère, mais j'aimerais vous laisser poser des questions. C'est le sujet « Protégeons nos aînés ». Sacré sujet, on pourrait faire toute une conférence là-dessus. Parce que contrairement à ce que faisaient nos anciens, qui les gardaient jusqu'à la fin, ma grand-mère, elle est morte à 100 ans, elle était chez nous, elle n'a jamais été dans un EHPAD, ça n'existait pas les EHPAD, les maisons de retraite. Il faut savoir qu'à travers tout ça, il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de projection aussi dans cette histoire. Sentiment de les avoir abandonnés, mais aussi de projection par rapport à notre peur. Peur du visage de la vieillesse, souffrance, d'abandon. Cette peur-là, elle n'est pas facile à supporter. Pas plus que celui de la dégénérescence, de la dépendance ou de la fragilité. C'est pas facile. On le sent bien, j'ai vu des reportages qui m'ont ému aux larmes. Ils sont vulnérables comme des enfants, avec des angoisses et des peurs nocturnes. Alors on voudrait être près d'eux pour les rassurer, comme le font merveilleusement bien d'ailleurs les personnes qui travaillent dans les EHPAD, auxquelles je ne rendrai jamais assez hommage pour être intervenue dans des EHPAD. Ils sont vulnérables. Simplement, moi je me suis posé une question, si c'était une invitation à accepter notre propre vieillissement, à accepter d'affronter cette réalité que nous sommes aussi. Il y a le vieillissement de la planète, mais il y a notre propre vieillissement, maturité, bien sûr. Pour certains, j'espère que vous n'êtes pas aussi âgés que moi, mais l'important pour moi, c'est de ne pas faire comme disait Jacques Brel dans sa chanson, de devenir vieux sans être adulte. Ça a un côté sympa de devenir vieux sans être adulte, mais c'est possible de devenir vieux, plus sage, en passant par l'adulte. Sinon, on passe directement de l'enfant fou, de rage, l'enfant malheureux, à la vieillesse. Et là, on est sûr que ça va pas être drôle. Voilà. Donc, accepter notre propre vieillissement. Et puis, il y a aussi une invitation à un plus d'amour, un peu plus de tendresse. Parce que certains se plaignent, disent, ouais, je suis devenu le parent de ma mère ou de mon père. Ouais, justement. Affronter cette vulnérabilité, mais aussi si nous devenions le parent de ceux qui nous ont mis au monde, les aimer, même s'ils ne nous ont pas aimés, ça nous oblige à un plus de qualité de présence et un plus d'amour. Et puis imaginez ce que nous deviendrions si nous accédions à une forme de sagesse intérieure avant même de vieillir, et si on en finissait avec la peur de mourir. Parce que là, c'est pareil, l'ennemi est invisible. Donc le danger est partout, ça me fait penser aux guérillas, au terrorisme, catastrophe, donc naturellement à la peur. Mais ça, c'est depuis les années 60, c'est pas nouveau que l'ennemi est invisible. Alors évidemment, c'est le moment ou jamais d'affronter cette peur de mourir qui nous empêche de vivre. Et puis ce besoin de se rassurer, et c'est ce que je traiterai dans l'atelier,
Je vous le dis tout de suite, pour moi c'est évident, la sécurité absolue n'existe pas. Donc face au danger, on va se retrouver comme dans toute crise, quand on est agressé. Hein. J'ai suffisamment travaillé avec des gens qui étaient agressés à main armée dans les entreprises. Soit on est paralysé, soit on s'active, soit on réagit avec la fuite ou l'activation d'action, comme dirait Laborie. Non, là, on nous oblige à renforcer notre sécurité intérieure et notre force intérieure, et aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Et je sais bien que la peur de mourir est tripale. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que ça arrivera un jour. Même si nous ne sommes pas pressés, moi en tout cas, je suis pas pressée. Hein. Mais toute notre éducation a été faite pour nous protéger de cette idée. N'oubliez pas, dans le Tao, l'ombre, on a squatté l'ombre, on l'a pas squatté, on l'a supprimé, on l'a scotomisé, comme on dit. Pour moi, la mort n'est pas le contraire de la vie. Elle est juste un passage aussi important que celui de la naissance. Et comme dans le Tao, vous voyez, le cycle continue. Oui, c'est vrai qu'après la mort, une matière se dissout et se transforme pour laisser plus de place à l'essence, à cet être essentiellement essentiel qui est de tout temps et de toute éternité, comme je vous disais tout à l'heure, en dehors de ce véhicule qui n'est pas toujours confortable, qui a froid, qui a chaud, qui a faim, qui est notre corps. Réaliser une chose, c'est que la mort ne nous fait peur que par rapport à ce que nous avons peur de perdre. Ça, nous le savons tous. Mais sinon, moi, je me suis dit un truc, c'est que finalement, naître, pour les fœtus, c'est mourir à la vie d'avant. Ils vont changer, et celle où nous étions le petit poisson protégé dans le ventre de la mère, et mourir, c'est juste naître à la vie d'après. Dans un monde où les vibrations seront sûrement plus élevées, mais je vous signale que quand je parle de la mutation de l'espèce, c'est que les vibrations de notre corps vivant là sur cette terre sont déjà en train de changer, sont en train de muter. C'est pour ça que nous sommes un peu malades, un petit peu perturbés. Il n'y a pas que le virus qui nous perturbe. Des vibrations qui seraient plus élevées que la matière première, que la matière sombre. J'avais un de mes amis qui me disait, qui était astrophysicien et qui travaillait à Saclay, et qui me disait, tu sais, entre la matière et l'énergie, il n'y a qu'une différence de densité. Il n'y a pas de différence entre la matière et l'énergie. C'est juste une histoire de vibration, de subtile vibration ou pas. Donc la pensée est aussi une vibration. Voilà. Alors, mourir, c'est peut-être naître à la vie d'après, dans un monde où les vibrations seraient plus élevées, plus proches de la lumière, ou peut-être que nous serions arrivés au 100% de notre cerveau, qui ne fonctionne qu'à 10% jusqu'ici, mais nous avons le temps, là, dans l'histoire de l'humanité, pour simplement, avec une pensée, je manifesterai une fleur, ou peut-être que le fait est que si dès maintenant, dans notre vivant, nous tentions d'élever notre propre vibration, et ça, il y a des moyens de le faire, ne serait-ce qu'avec renforcement positif intérieur, des belles musiques, la beauté, la respiration, le souffle. Si nous renforcions, nous élevions notre propre vibration, ça nous ferait rencontrer dès maintenant cet être essentiel. Et nous aurions peut-être moins peur de ce changement d'état qui se produira au moment où nous quitterons ce corps. L'homme en devenir, l'homme qui est en train d'arriver maintenant, à travers les siècles qui vont venir maintenant, verra sûrement ce que nous ne percevons pas aujourd'hui. Parce que son cerveau aura encore évolué, son néocortex aura encore évolué. Là, nous sommes encore avec des réactions animales. On mord, on crie, on se met en colère, on part en courant. Nous sommes encore avec des réactions animales. Mais c'est maintenant qu'on peut faire appel à ce qui est déjà en nous. On peut déjà agir sur le changement de notre capacité cérébrale. Moi, je croyais quand j'étais petite qu'on était à 30%, mais il paraît qu'on n'est qu'à 10%. Et qu'à 20 ou 30, on commence à voir l'énergie qui circule dans les arbres ou l'aura des gens.
Il y a déjà des gens qui sont comme ça sur cette terre. Il y a déjà des gens qui voient des choses que tout le monde ne voit pas. Il y a déjà des personnes qui entendent ce que tout le monde n'entend pas. Alors on peut les croire fous, mais qui sait si les hôpitaux psychiatriques ne sont pas pleins de gens complètement éveillés et inspirés? C'est une question. Voilà. Pourquoi vouloir absolument rester cartésien? Parce que la science nous rassure. Pourquoi vouloir absolument séparer le corps de l'âme en essayant de séparer en permanence ce qui ne l'a jamais été? C'est-à-dire que vous avez bien vu des gens, quand on les voit, on se dit, mon Dieu, ils rayonnent, ils sont lumineux. Ou alors, votre copine ou votre collègue ou votre femme ou votre mari, tout d'un coup, il a un air sombre. Donc ça veut bien dire qu'on la voit, la lumière des gens. L'air sombre ou l'air lumineux, on le voit. On ne sait pas comment on voit, mais on le voit. Voilà. J'ai connu une femme qui restait 40 ans dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle ne voyait pas avec ses yeux normaux ce que nous voyons nous. Elle voyait que des couleurs. Jusqu'au jour où, à la naissance de l'époque du New Age, tout d'un coup, quelqu'un lui a dit, mais si ça se trouve, elle voit les auras. Elle voit l'énergie qui vibre dans l'univers. Et effectivement, ils l'ont sortie de l'hôpital à ce moment-là. Et ça faisait 40 ans qu'elle ne voyait que les couleurs. Et là, on s'est aperçu qu'elle était capable de voir si les gens étaient malades ou pas. Donc ça vous paraît peut-être incroyable ce que je suis en train de dire, mais c'est ce que nous avons déjà en nous. Voilà. Donc nous ne sommes pas qu'un corps physique ou émotionnel. Notre conscience fait de nous des êtres capables de se relier à une source intarissable en nous, de lumière, d'amour, de beauté, je dirais même de réconfort, parce que c'est bien de ça dont il s'agit en ce moment, c'est d'être plus fort intérieur, de réconfort. Vous savez, entre le mot larme et l'âme, il n'y a qu'une aire de différence. Si vous voyez ce que je veux dire avec mon jeu de mots. Et cette aire de différence, c'est cette aire qui est en train d'arriver, cet homme après l'homme, ou cet être après l'homme. Parce qu'aujourd'hui, pour tenir debout dans la tempête, nous n'avons pas d'autre choix que de nous relier à cette partie-là. Et à cette partie-là de nous, cet être conscient ou cette conscience supérieure, j'en sais rien, on peut l'appeler comme on veut, que j'ai un jour rencontré en moi, qui me regardait avec beaucoup d'amour et de compassion, de l'air de dire, ma pauvre chérie, tu te débats dans des problèmes très compliqués, mais je t'aime. Et cet être-là, il me disait, avance, continue. Je sais qu'il est au-delà de toutes nos turbulences émotionnelles. Je sais que c'est pas facile à dire, surtout que j'ai moi-même plongé dans des turbulences émotionnelles récemment, parce que on s'identifie en permanence à nos petits corps et à ce qu'on est. Bien sûr, ce n'est jamais fini, mais c'est là, c'est fait, c'est faisable, c'est accessible, c'est tout de suite. Il suffit de demander à l'intérieur de soi. Cette partie-là n'a jamais peur et elle est loin de toutes les turbulences émotionnelles. C'est pas toujours facile à dire. Mais moi, je ressens aujourd'hui dans mes triples, dans mon ventre, dans mon cœur, que ce processus d'accouchement de l'homme du futur, l'homme après l'homme, est en train de se faire et que nous ne pouvons pas faire l'impasse de ce processus irréversible qui est fait comme dans la naissance de tension et de détente, de contraction comme dans l'utérus. Ces moments où nous alternons entre la nostalgie d'un passé paradisiaque, fusionnel, et les contractions de la matrice qui nous retient et se contracte, créant autour de nous une pression insupportable qui ne nous laisse pas d'autre choix que de continuer à pousser pour avancer vers la libération, au risque de mourir dans l'œuf d'ailleurs. Hein? Et alors, quant à ceux qui se présentent par le siège, pas terrible, c'est pas marrant. Hein? Un fœtus ne pense pas, il n'a pas de mots pour décrire ce qui lui arrive, et c'est sûrement là, j'en suis sûre, je l'ai vécu dans mon corps, que naissent toutes nos colères et nos peurs les plus terrifiantes, parce que au moment où l'on est, on croit qu'on va mourir, mais on ne sait pas, on n'a pas de mots pour le dire. C'est aussi là que notre envie de vivre libre est le plus fort, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui, tous ensemble. Alors, je suis désolée, 1h15,
C'est très bien, Claude. Merci. Comment? C'est très, très bien. J'ai pas fini, mais ça fait rien. Ma conclusion, ouais. Oui, oui, mais tu as encore quelques minutes si tu veux. Il y a quelques retours déjà de Chantal qui Oui. dit bravo, Bernard qui dit merci Claude pour cet exceptionnel exposé qui va droit au cœur et qui résonne très fort. Oh là! Stéphane qui te dit merci Claude, merci pour tous tes enseignements. Tu m'as réappris la liberté. Merci de tout cœur. Oh! Joël qui dit fabuleuse et Hélène, j'ai hâte d'être à la formation. Eh bien, Hélène, bienvenue. Et puis, eh bien, au 18 pour ces ateliers et pour aller un peu plus en profondeur avec Claude. Alors, Claude, je te laisse Mais il y a, oui, ben continuer. je continue alors. Oui, Je te pardon. laisse continuer quelques minutes et puis si vous avez des questions pour les personnes là, qui sont là, vous pouvez commencer si vous voulez à les poser. Vous pouvez aussi indiquer que c'est une question. Henri qui dit bravo et bah, Claude, voilà, quelques minutes si tu veux continuer et puis après si tu Oui, souhaites ben je répondre aux voudrais questions. juste faire une conclusion. Oui, Claude. Euh, euh, je vais essayer d'être rapide parce que j'aimerais quand même. Je suis toujours bavarde. Je suis désolée. Il faut pas me refaire comme ça. Euh, la, la planète est menacée. C'est ce qu'on entend tout le temps. Moi, j'ai envie de dire l'espèce humaine. Les gens qui disent oui, l'espèce humaine est peut-être en voie de disparition, ça c'est les apocalyptiques. Oui et non. Une certaine forme de vision de l'homme est en déclin et en disparition, et non parce que tout commence aujourd'hui. La peur du futur, pour moi, aujourd'hui, ne veut plus rien dire. Ce qui est certain, c'est que le futur ne, ben c'est nous qui allons le faire. Nous ne sommes pas inévitablement en train de subir les choses, puisque nous ne serons plus victimes. Nous allons pouvoir co-créer des choses nouvelles. Donc, ce qui est certain, c'est oublions l'idée que les choses seront après comme elles étaient avant. On peut garder tout ce qu'il y a de plus chouette, on peut garder tout ce qu'il y a de plus génial et qui a commencé à naître, la solidarité entre autres, mais on n'est pas obligé de vouloir tout refaire comme avant. Par contre, avançons. Voilà. C'est pas souhaitable de revenir comme avant, hein, c'est comme revenir dans l'œuf. Voilà. C'est pas très marrant ce que je dis par rapport à des prévisions que nous avions de carrière ou de projet de construire au bord de la mer, je sais pas. Euh, Nous allons devoir changer de plan pour le futur. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de dire à la jeunesse. Moi, j'ai des neveux qui sont en âge d'espérer des choses, mais qui sont en train de se rendre compte qu'il va falloir qu'ils renoncent à ce qu'ils croyaient pour construire encore autre chose. Et puis, on le voit bien, la jeunesse a déjà muté. La jeunesse, elle a déjà compris en très peu de temps ce que nous avons mis, enfin moi, 50 ans à comprendre. Je vois des jeunes qui l'ont déjà compris en 2, 3 ans. Donc c'est fabuleux. J'ai une confiance illimitée dans ce qui va se passer. Je ne sais pas si je verrai très longtemps le futur, mais je sais que ça va être intéressant. Voilà. Alors, on va devoir les changer parce que de toute façon, on a bien vu que ça marchait pas tellement pour la planète, que ça lui faisait pas du bien et qu'on peut pas éternellement rester dans ce bocal. Et si nous sommes devenus beaucoup trop gros pour le bocal, et si le bocal explose, tant mieux, réjouissons-nous, alléluia, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, c'est le moment, ne l'oubliez pas, du grand retournement. Nous allons renaître, d'abord seuls, parce qu'il faut se coltiner à soi quand même, et en même temps tous ensemble, parce que nous ne pourrons plus éviter d'entrer dans la caverne pour aller faire le ménage, mais aussi pour préparer la crèche du nouvel homme, du nouveau-né. Nous pourrons renaître de ces cendres avant de reprendre le chemin de la montagne, avec peut-être la lumière d'une conscience nouvelle. Nous ne pouvons plus éviter de revenir au centre de soi, examiner cette dualité qui nous déchire. Souvenez-vous le Tao, hein. Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a que des excès ou manque. Ça, c'est ce qui me plaît le plus dans le Tao. Rien n'est bien, rien n'est mal, arrêtons de nous juger. Effectivement, soit je suis en excès, soit je suis en manque. Et quelquefois, quand je suis en manque, je suis en excès. Vous voyez ce que je veux dire? Bon.
nous avons été des prédateurs, des accumulateurs. Maintenant, il va peut-être falloir inverser tout ça. Et si nous ne voulons pas disparaître comme des dinosaures et devenir ce que j'appelle, moi, des phares. Je trouve que l'image du phare est belle. Je vous donne juste l'anagramme. Ces personnes hautement avisées, responsables, enthousiastes, solidaires. Moi, je vais lancer le mouvement des phares. Voilà. Les religions sont toujours, elles ont eu leur sens dans l'évolution de l'humanité, mais aujourd'hui, religion, ça veut dire se relier et religuer. Aujourd'hui, elles ont encore du sens pour beaucoup de peuples et elles sont nécessaires parce qu'elles nous ont donné des repères, des balises. Elles nous ont parlé de tas de choses, notamment de l'âme universelle, de Dieu, etc., comme on peut l'appeler. Je crois que l'enseignement de Satprem et de la mère, c'est que si Dieu existe quelque part, et c'est aussi l'enseignement de peut-être la physique quantique, c'est que c'est peut-être à l'intérieur de la matière, à l'intérieur de nos cellules. La science moderne avec la physique quantique approche cette réalité que nous sommes faits de vide et que nous sommes à la fois matière corpusculaire et ondulatoire, c'est-à-dire vibration, on en parlait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus de raisonner, R-A-I-S-O, de N-E-R, à partir de nos émotions ou de notre mental, le petit mental, ou de nos turbulences internes, et analyser en permanence par le mental. Il s'agit de raisonner comme un instrument de musique. Il s'agit de raisonner justement pour entrer justement et affûter nos instruments, d'où l'intérêt de prendre soin de soi, physiquement, moralement, à tous les niveaux, et prendre soin des uns des autres, avec amour, tendresse, respect. Parce que moi, la première, j'ai fauté contre l'amour, comme dirait l'autre. J'ai hurlé, j'ai crié, je me suis débattue, mais je m'aperçois que c'est pas se débattre qu'il faut, c'est laisser faire ce qui doit être. J'ai quelques-unes de mes amies qui disent tout le temps, tout ce qui est parfait. Il y a quelque temps encore, j'avais du mal à le croire, mais je vous assure que je le sens au plus profondément. Voilà, se préparer au changement passe par s'éveiller à cette conscience. Et ensuite, il faudra intégrer tout ça dans la matière, le stabiliser, en faire notre quotidien. De toute façon, moi, j'ai appris une chose, c'est que la vie ne nous doit rien. Hein? Personne ne doit rien. Mais que moi, je dois des choses à la vie. Et à ma vie, entre autres. Je dois des choses à la vie sur cette terre. Et d'ailleurs, dans les cadeaux que je fais, il va y avoir le message de Gaïa, qui est un modèle que j'ai créé à l'époque, et surtout un conte que j'ai écrit en 2019. Voilà. Et puis, il y a un secret que je voudrais vous livrer avant de partir. C'est que nous avons déjà tout en nous, je vous l'ai dit, mais nous avons le pire comme le meilleur. Et ça, il va falloir l'accepter. Nous avons le monstre et l'ange, l'animal et l'homme d'après. Je le sais, je les ai rencontrés. Donc, chacun de nous, de vous, a déjà ici tout en lui. Ça, je le sais. Et 2 petits secrets supplémentaires. Cessez d'attendre quoi que ce soit de l'extérieur. Allez puiser au fond votre force, votre source. Et cessez de donner, et surtout, l'autre secret, c'est de donner même ce qu'on croit ne pas avoir eu. Notamment, par exemple, l'amour. Donc, si la crise d'aujourd'hui, c'est le déclencheur de notre renaissance, hein, c'est un peu le déclencheur, ça nous pousse avec des contraintes, avec tout ce qu'on a dit. Nous avons aujourd'hui le choix d'obéir, de résister ou de nous envoler et de comprendre le sens de ce qui nous arrive. C'est beaucoup plus drôle, parce que quoi que nous fassions, c'est OK. Et moi, je crois que c'est juste le moment de se poser des questions. De quoi j'ai envie de me nourrir aujourd'hui? Et qu'est-ce qui va me rendre vraiment libre? Quel métier va vraiment me passionner? Voilà. Le grand changement, il va se faire de toute façon tout seul. La mutation, elle est en train de se faire toute seule. Que je sois OK ou pas, que je sois avec ou pas. Et pour ça que je dis qu'on vit une époque fantastique. Je suis avec. Si j'ai conscience que nous allons dans le sens de quelque chose d'irrémédiable, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes en train d'acheter, pardon, d'insister
sans payer, justement, enfin, on peut payer un peu de nos personnes, d'assister à une mutation de la conscience aussi importante que celle du babouin quand il est devenu un homme. Jusqu'ici, nous étions des babouins évolués. On a construit des fusées, des machines à laver, plein de choses. Mais au niveau émotionnel, on était à peine plus évolué que Néandertal. Je suis à peine plus évolué que Néandertal, je l'avoue. Mais s'accrocher à ça en nous, moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me porte, ça me réveille, ça me met sur un tapis volant. Voilà. Donc d'ailleurs, à ce propos, et je vais conclure, sachez qu'il n'y a de danger que celui que nous avons créé dans notre imaginaire. N'ayez plus peur. Allez continuer à apprendre. Il va falloir que nous, on apprenne un truc, en tout cas tous, c'est s'enraciner profondément, voilà, dans cette terre, pour s'ancrer dans des racines saines et pas des racines polluées de croyances ou autre chose. Pour trouver en nous les repères essentiels, il va falloir apprendre à marcher sur l'eau, surfer sur les émotions, puisque l'eau, c'est le symbole des émotions, surfer sur les émotions avec une foi et une confiance absolue. Parce que si on n'a pas la foi, eh bien on coule. Voilà. On va apprendre à marcher pieds nus comme sur le feu, comme dans les années 80, sans se brûler, juste pour vaincre nos peurs et nos croyances. Et si nous avons quelques cloques, c'est parce que nous avons douté. Moi, je me dis, il faut tracer, on arrête de douter, on y va, on fonce. Voilà. Et puis, il va falloir aussi apprendre à voler dans les airs pour défier les lois de la pesanteur. Jusqu'ici, c'était avec nos rêves. On peut continuer à voler avec nos rêves. On peut voler avec nos esprits. Mais moi, je pense aussi à un truc là qui me vient, c'est que finalement, le lâcher-prise, c'est peut-être aussi une manière de ne pas s'accrocher si on veut pas être arraché quand le vent souffle trop fort. Donc voilà, je vous remercie vraiment de votre écoute. J'ai pas laissé beaucoup de temps aux questions, mais s'il y en a. Oui, merci beaucoup, énormément, Claude. Pardon? Merci beaucoup, Claude. Il y a plein de personnes qui se sont exprimées pour te remercier, Francine. Merci, vous êtes tellement intéressante. Jocelyne, merci de ce partage apaisant et éclairant. Nadine, Claude est exceptionnel, c'est un cadeau précieux. Merci de toute âme. Alfred, merci pour la rectification du micro. Vous êtes un puits de science avec un formidable esprit esprit synthétique et de remarquables références. Michel, qui te remercie, Claude, pour ta présence. Ta présence réveille mon cœur comme quand j'étais petit. Lynn, merci, immense merci à Claude, la lumière incarnée, pour nous rendre à la cave, faire le grand ménage. Quelle leçon, Claude. Oui, on va pouvoir faire le grand ménage là avec les 3 ateliers. On va soulever les tapis avec les ateliers. Voilà, on va enlever les poussières en dessous les tapis, rallumer la lumière et puis renaître de ses cendres, comme tu l'as dit. Samira qui te dit merci infiniment. Chantal, infinie gratitude. Claude, pareil pour Lorraine. Voilà, merci Claudette, excellente. Merci, gratitude. Un grand merci pour cette confiance dans le futur de Marie-Hélène. Anne qui nous dit aussi merci pour votre générosité. Donc merci à toi Claude. Merci de Mercedes. Laurette, merci beaucoup pour votre énergie, respect, quelle présence. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup de merci, beaucoup de retours, de remerciements. Moi, j'ai trouvé ta conférence magnifique, hein, vraiment plein de sagesse, plein d'amour, vraiment Claude. Hein. Et merci, je crois que je me suis laissée, écoute Claude, il n'y a pas de questions parce que je pense que les gens étaient pendus à tes lèvres, étaient en train d'écouter tout ce que tu nous as dit. C'est tellement réconfortant. Par rapport à tout ce qui se passe, et puis ça nous donne confiance quoi en nous, et vraiment
Gratitude, Claude. C'était Ben, magnifique. je vous remercie tous, vous deux déjà, Hortense et Charlotte, et Hortense de m'avoir fait confiance, mais c'est surtout que je remercie surtout toutes les personnes qui se sont laissées toucher, parce que je suis moi-même, vous l'avez compris, je suis pas un être parfait, j'ai pas du tout d'ailleurs envie que de dire que de prétendre que je détiens la vérité. Tout ce que je dis ce soir, je l'ai profondément ressenti dans ma chair, dans mes cellules, et dans ma peine quelquefois, dans mes larmes, dans mes cris de joie aussi. Et je tiens vraiment à, quand je disais merci au début de la conférence à tous ces êtres remarquables que j'ai rencontrés, et je redis merci à tous ces amis, et même ceux qui m'ont quelquefois fait souffrir, parce que je sais que c'est grâce à tout ça que la vie, enfin, que je suis allée chercher et puiser en force justement la capacité de résilience. Parce que c'est ça, si vous avez ça, vous avez tout. La capacité de résilience, vous avez le pouvoir de vivre, de continuer, de vous relever, de tomber, de relever. Comme je ne sais plus qui c'est qui disait, l'important c'est pas de tomber, c'est de pouvoir se relever. Merci en tout cas de vos chaleureux merci, c'est gentil. Merci. Et ben moi j'ai hâte. Ça touche mon cœur, ça me remplit le cœur. Et j'ai hâte, voilà, de nous retrouver le 18 mars à 20h pour ce premier atelier. Voilà, les belles surprises. Et encore après. Donc, voilà. Et évidemment, n'hésitez pas à venir rejoindre Charlotte et Claude pendant les 3 ateliers qui vont, pendant les 3 ateliers qui vont venir. Retour au centre de soi. Voilà. Résilience, force intérieure et connexion. Ah ben t'as fait un sacré programme. Et alors c'est bien qu'il y ait le replay parce que comme ça je pourrais l'écouter la conférence parce que quelquefois on sait plus ce qu'on dit. Mais ça a été très bien, vraiment magnifique. En tout cas, je vous remercie tous pour votre présence. Merci encore Claude pour ce cadeau. Merci Hortense pour ta présence aussi ce soir, ton soutien pour cette première. Ouais, c'était sympa. Alors nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée. Et moi, je vous souhaite plein de lumière à tous. Oh là. Wow, merci Claude. C'est pour ranger la cave au cas où vous n'auriez pas. Merci. Bonne soirée et au 18 à bientôt. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous.